essayé de faire cette vidéo parce que on va expliquer quand même ce qui se passe. Ça fait depuis 22 heures qu'on attend. On s'est mis sur le balcon, sur la nouvelle maison que j'ai, pour être tranquille. Il est 1h30 du mat. Après, et ça fait 2-3 heures qu'il y a un chien qui arrête pas de gueuler. Et c'est une vraie galère. S'il y avait que ça, ouais. Voilà. Donc là, il y a des projos, des LED, des caméras, des machins. Et forcément, ça fait de la lumière, donc ça fait des insectes. Enfin, ça fait ramener des libellules, des moustiques. Et forcément, ça amène les chauves-souris. Enfin, c'est un vrai bordel. Et ça fait 2 heures qu'on attend comme des débiles. Alors, j'ai voulu que tu fasses cette vidéo. Enfin, j'ai voulu. Je t'ai proposé, en fait, de faire cette vidéo. Les gens savent pas quitter. Sauf peut-être la voix pour ceux qui sont attentifs et qui ont une bonne mémoire. Ils t'ont très bonne alors. Ouais. Ils t'ont entendu sur la vidéo. Enfin, sur la vidéo qui s'appelait La vie après la mort. Voilà. Donc t'es mon frère. Oui. Mon petit frère. Qui a 4 ans de moins. Donc 39. Ta gueule, fallait pas le dire. 43, 30. Voilà, merci. Et il y a eu, il y a à peu près un an. Une petite année, ouais. Il t'est arrivé un truc. Un sale truc. Un sale truc, quoi. Donc, et pour bien expliquer, vas-y. C'est pas une vidéo putaclic ou quoi, parce qu'on s'en branle, mais... ni ASMR. Ni ASMR finalement, ouais. Même si le contexte fait que. Mais c'est surtout une espèce de témoignage pour que les gens qui sont dans ton cas, ou comme le mien, comme moi, il y a longtemps, moi aussi, j'ai eu ça, en fait, entendre un peu ce que tu as à dire, et surtout comment tu l'as vécu, et moi, à mon niveau, comment ton cerveau, en fait, a géré tout ça, en fait, ta tête. Donc, en fait, tu as eu un cancer. C'est arrivé il y a 1 an, à peu près. Et l'idée de cette vidéo, qui est pas forcément relaxante, c'est une espèce de... Enfin, quand je t'ai proposé, tu m'as dit ouais spontanément, mais c'était pour que tout le monde... Ah voilà, le chien, c'est reparti. Tu m'as dit oui spontanément, parce que tu as capté en fait le fait que ça pouvait aider. Dans le même état d'esprit, on a capté exact le but de la vidéo. Donc c'était pas pour se plaindre, pas pour dire attention je suis malade, mais au contraire prendre le côté positif de la chose et faire passer des messages, donc que ce soit pour le malade comme pour l'entourage, ou enfin l'entourage plus ou moins proche, on va dire. Parce que c'est vrai que les gens n'ont pas forcément, et je le souhaite pas, mais ils savent pas forcément comment réagir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qui s'accrochent aux gens, quoi, qui les soutiennent moralement, par différents moyens, très, très simples, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à gérer. Certaines choses, on reviendra plus tard dans la vidéo. Alors ce qu'il faut que les gens sachent quand même, c'est que ouais, t'as eu un cancer il y a 1 an, t'es passé par plusieurs phases. Donc le but de la vidéo, c'est pas dire victime, machin. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais c'est aussi de dire qu'en fait t'es guéri. Et ça c'est très récent, ça. C'est depuis peu de temps. Et l'idée de cette vidéo, c'est d'expliquer aux gens par quoi t'es passé. Et que s'il y a des personnes aujourd'hui qui ont aussi un cancer, quel que soit le type de cancer, qu'ils sachent déjà qu'ils sont pas seuls, déjà de une, et que il n'y a que dans la détresse en fait qu'on cherche du réconfort, forcément. C'est con comme phrase, mais c'est des gens qui ont ça aujourd'hui, qui vont peut-être tomber sur cette vidéo, qui est pas du tout relaxante, mais qui est plutôt un message de positiver, parce que moi à mon niveau, j'étais observé, j'ai vu que le cerveau en fait a fait beaucoup, quoi. Donc, ah oui, de toute façon, c'est vrai que beaucoup le disent. Le mental, c'est 50% de la guérison. C'est vrai que parfois, c'est peut-être même un peu plus, quoi, mais c'est vrai que si on peut évacuer tout le stress, toutes les ondes négatives et tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, quoi. Et comment ça s'est passé, en fait, quand... parce que moi, je l'ai su, mais par maman.
Ouais. Mais en fait, en gros, Comment la fais détecter, simple, en fait? Je fais simple, c'est dans le cadre de la médecine du travail. Ouais. En fait, tu as passé un examen. Ouais, parce qu'en fait, moi, dans le cadre de mon travail, je manipule des produits chimiques dangereux pour les voies respiratoires. Donc on a dû faire un test de souffle, une prise de sang et une radio des poumons. Et c'est à la radio des poumons qui ont vu une masse noire au niveau des poumons. Et ben de là, tout a commencé, quoi, j'ai envie de dire. Et donc une batterie d'examen, t'as même pas le temps de respirer, quoi. Tu te demandes, t'as pas le temps de réfléchir ou quoi. T'es tout de suite dans le vif du sujet, quoi. On parle de rien, on sait pas ce que c'est. Donc t'as toute une série d'examens. Là, tu réfléchis pas, quoi. Donc après les premières hypothèses, les premiers diagnostics tombent. Donc là, ils ont évoqué le mot cancer. Donc je me souviens, j'étais avec papa, quoi, et papa il était vraiment très mal. Et moi, quand il a dit ouais, c'est vrai qu'on pourrait penser à un cancer, la seule chose que j'ai dit, c'est putain merde, fais chier, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Parce que c'est vrai, ben, je fume pas, je bois pas, je fais un peu de sport, tout ça. Je dis merde. Mais c'est tout. J'ai pas commencé à penser à être grabataire, à être mourant, être mort ou quoi. Non, faut pas non plus virer comme ça tout de suite alors que c'est des hypothèses. Donc après, effectivement, il y a eu la biopsie, parce que c'est vrai que c'était une tumeur de 13 cm sur 8. Donc c'est vrai que c'était un beau truc. Et là, ils ont bien confirmé que c'était le thymome. Donc le thymome, c'est le cancer du thymus. Et le thymus, c'est une glande qui est présente chez l'humain ou même chez les animaux. Parce qu'on parle du riz de veau, donc c'est ça, c'est le thymus chez le veau. Et donc chez l'humain, il est présent à la naissance et il réduit avec la croissance et il est censé disparaître. Sauf que dans mon cas, tu l'as gardé. Je l'ai gardé, oui, et plus parce qu'il y a eu un développement de cellules cancéreuses, quoi. Ils ne savaient pas si on devait faire l'opération puis la chimio, ou la chimio et l'opération. Ah, je me souviens de ça, tu sais pas par quoi il fait commencer et tout. Et moi, l'opération, donc c'est la sternotomie, donc qui t'ouvre la cage thoracique. Et là, franchement, j'étais vraiment pas pour, parce que je me mettais en tête les douleurs, enfin l'aspect physique, il y avait plein de choses, quoi. Donc mais c'était... en gros, ouais, on t'a ouvert, c'est ça. Voilà. Donc, tu m'avais dit que si on pouvait mettre des photos. Ouais, je te transmettrai des photos. Alors je te parle, je sais pas si je vais en mettre, mais s'il y en a, ça va être quelque part ici. Voilà. Et du coup, on t'a ouvert. Voilà. Et on t'a bien. Voilà. Okay. Et je ne voulais pas du tout faire ça. Donc pour moi, ça me rajoutait un stress vraiment supplémentaire. Et là, ils ont dit, écoutez, non, parce que on va pas faire d'abord la chimio, parce que la chimio, ça fatigue le corps, ça fatigue le patient. On va d'abord opérer. Et là, t'es quand même en stress. Et tu poses plein de questions, mais t'essayes quand même de garder le moral, la tête froide, tout ça. Tu dis que ça va aller, quoi. Et c'est vrai que je me souviens, on sortait d'une des consultations du chirurgien quand je venais à peine d'apprendre que j'avais un cancer. Donc il y avait maman qui était avec moi. Et elle déjà, elle était en pleurs, forcément. Et je l'ai regardée et je lui ai dit, écoute, ça va aller. Et donc je lui ai demandé, je dis, je comprends que tu sois triste, que tu pleures et tout ça. Donc je peux pas te l'interdire. Mais je te demanderais juste d'essayer de pas me montrer, de pas pleurer devant moi. Parce que moi, j'ai déjà la maladie à subir. Si en plus, j'ai la tristesse des gens, ça c'est vraiment quelque chose de...
supplémentaire, quoi. Donc ça a vraiment été un peu compliqué, et elle a très bien réussi. Même papa, ils ont très bien réussi, c'était bien. Toi, certainement, je sais pas. Je sais pas. Les gars, mon coin. Ouais, forcément. Et puis c'est plus facile à 1000 km, on va dire. Donc l'opération, j'étais vraiment tout seul, parce que là aussi, pour des raisons logistiques, c'était un peu compliqué de faire Lille-Paris tous les jours pour les parents ou quoi. Donc, mais bon, ça, je l'ai quand même plutôt bien vécu. Donc, je ne parle pas des problèmes d'organisation, mais ça m'a foutu un stress total, parce que je suis rentré à l'hôpital un mardi, on devait m'opérer un mercredi, mais il y a eu 3 changements de programme comme ça. Je me souviens de ça. Et c'est là où t'as paniqué un peu. Ouais, j'ai paniqué, ouais. Et le jour de l'opération, on m'a dit écoutez monsieur, faut vous préparer, changement de programme, vous êtes opéré tout de suite. Ah, parce que c'était pas prévu tout de suite. Non, mais non. Parce qu'il y avait eu 3 changements de programme, quoi. C'est ça qui est énervant. Et les chirurgiens, les médecins ne se mettent pas à la place du patient. Eux, ils font ça toute la journée, ils opèrent, ils voient des gens, ils comprennent pas ça. Ils se mettent pas à la place du patient, ils mettent le côté humain de côté. Eux, ils voient leur taf, ce qu'on peut comprendre, mais il faudrait qu'ils soient un peu plus psychologues. Et ça, je l'ai dit à un chirurgien, et il a compris. Voilà. Après, est-ce qu'il l'a fait après, je sais pas, mais... Et donc là, le jour de l'opération, ouais, j'ai vraiment balisé. Et tout s'est très bien passé, forcément. Donc je me souviens, ils m'ont enlevé des drains, donc les drains qui étaient reliés au poumon. Et de là, j'ai développé un pneumothorax. Donc le pneumothorax, c'est un décollement du poumon. Et ça peut être très grave, ce que j'ignorais. Donc c'est vrai, rien que le fait de me brosser les dents, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, c'était comme si j'avais couru un marathon. Donc avec du repos, ça s'est remis tout seul, donc heureusement. Un mois après, là ça fait flipper. J'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine, des suées froides, une douleur dans l'épaule gauche, forcément. Et là, la première chose que tu te dis, mince, Tu fais un arrêt. Un infarctus. Un infarctus. Donc, moi qui suis pas très alarmiste ou quoi, je sais pas comment expliquer, mais je suis pas vraiment, allez, viens, il faut tout de suite sauter, téléphoner aux pompiers ou quoi. Là, j'ai dit, si, là, on va y aller. Là, on va aller aux urgences. Donc, ils m'ont détecté ce qu'ils appellent une péricardite. Et étant donné que pendant l'opération, donc ils ont enlevé la tumeur, qui faisait quand même 320 grammes, ils ont enlevé la tumeur, mais aussi du tissu sain autour par sécurité. Donc ils ont enlevé un peu de tissu de poumon, mais aussi du péricarde. Donc apparemment, ça pourrait venir de là. Ça, forcément là, du coup. Et donc, on a écarté l'embolie pulmonaire, ils ont écarté l'infarctus. Donc péricardite qui soigne très bien, mais avec là aussi du repos et 3 mois de traitement. Sauf que là, c'est quelque chose qui récidive assez souvent, parce que à l'heure où je parle, j'en suis déjà à ma 4e. Donc à chaque fois, c'est parti pour le traitement. Donc ouais, donc je résume du coup. Cancer, donc attente de je sais pas combien de temps pour les analyses. Ils t'ont baladé à droite à gauche, ils savaient pas s'ils devaient t'opérer. Ouais. Ou s'ils devaient faire les rayons avant, ou plein de choses comme ça. Donc pour finir, ils t'ont ouvert la cage thoracique. Ils t'ont enlevé ce qu'il y avait à enlever. Mais c'était, pour moi, relativement rapide, parce que en 2 mois et demi. En intervention. En 2 mois et demi, ça a été bouclé, on a su. Mais ils t'ouvrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Ah oui. Ils te claquent les rayons derrière. La chimio. Tu fais quoi derrière? Le truc que t'as fait, c'est quoi? Péricardite. Non, c'est pas la péricardite que t'as fait, c'est une... Après l'opération, on a aussi la péricardite. Péricardite, que tu fais 4 fois.
Là, je suis à la 4e, ouais. Donc, chimio. Chimio et tout. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est que c'est là où je vais axer le truc, c'est que t'as pas perdu un gramme, en fait. Non. Le moral. T'as pas perdu de cheveux, que dalle. J'ai pas perdu de cheveux, j'ai pas perdu de poids. C'est peut-être ce que les gens, les curieux attendent, en fait. C'est de voir, justement, que les malades se portent bien. Ils vont dire, ouais, c'est un comédien, il fait du cinéma. Non. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est ah, t'as un cancer, t'as un mauvais teint, t'es maigre, t'as plus de cheveux, t'es mourant, enfin, mais non. Parce que, enfin, on le voit pas, t'es assis. Enfin, on doit le voir par rapport à moi, mais moi, je suis déjà grand, je suis à 94, 95, 105 kilos à peu près. Et toi, t'es à quoi, là? Tu fais quoi? 1m98. Ouais. Et oui, bon, je suis obligé de le dire ou pas? On s'en fout. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis à 130 kilos. Donc, 1m98, 130 kilos. Voilà, donc... Ouais, les gens ne croient jamais ça, ne croient pas. Ouais, bah après, en arrêtant le travail et le sport, en un an, j'ai pris 20 kilos, quoi. Ouais, mais enfin, je veux dire... Mais même, ça, c'est aussi l'inactivité. Mais même quand ça t'est arrivé, à part le teint, qui était pas super, moi, je voyais pas la différence, quoi. Ouais, mais c'est vrai que pendant la chimio, c'était quand même assez compliqué. Ouais, j'imagine. Même si j'essayais de garder le moral, c'était vraiment compliqué. Parce que j'avais des séances de chimio toutes les 2 semaines. Donc le lundi, je faisais ma séance de chimio qui durait une bonne demi-journée. Et donc tous les 15 jours, on remettait ça. Et donc je passe les détails sur les effets indésirables. Mais après, c'est vrai que chaque traitement, chaque personne réagisse différemment. Mais moi, c'était quand même axé estomac et intestin, surtout intestin. Ouais, t'as des ressentis physiques, quoi. Ouais. Et le moral, enfin, étonnamment, je m'étais fait la réflexion. J'avais vraiment une baisse de morale le jeudi, en fait. Pourquoi? Mais je sais pas. Donc, est-ce que c'était là où vraiment la chimio faisait le plus effet? Donc, j'étais fatigué, tout ça. Donc là, c'est vrai que le moral, c'était vraiment très compliqué. Et je l'ai jamais dit à personne. Mais des fois, j'en avais vraiment tellement marre que ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois. J'ai dit, putain, j'ai envie de tout arrêter, quoi. Et là, tu repenses à la famille et aux amis, quoi. Et tu dis non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas arrêter. Il faut continuer à se battre. Parce que c'est sûr, c'est compliqué, mais il faut quand même s'accrocher, quoi. Donc là, tu te dis, bon, allez, c'est bon, c'est pas grave. Et du lendemain, donc du vendredi, je peux pas dire que je pétais la forme, mais pas la même journée, quoi. Beaucoup mieux, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que les symptômes, on va dire, ils duraient une semaine et demie. Donc tu commençais à peine à t'en remettre que tu devais recommencer. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et après, chaque traitement est complètement différent. Il y en a, c'est tout le temps, ou par cachet, enfin bref, c'est compliqué. Mais moi, dans mon traitement, c'était comme ça. Et c'était vraiment assez éprouvant. Le mot, c'est éprouvant. Qu'est-ce qui t'a semblé le pire là-dedans, en fait? Dans la chimio? Non, dans tout. Dans le cancer? Dans le traitement, donc opération? Tout. Non, c'était quoi le plus dur pour toi, en fait? Ah bah la chimio. La chimio, c'était compliqué. Parce que tu sentais que tout y tapait à l'intérieur, quoi. Plus la fatigue. Et après, t'avais aussi la solitude. Parce que c'est là aussi un des messages qu'il faudrait faire passer. Donc, c'est la solitude, mais d'abord la chimio. Mais pendant tout ça, le traitement de la maladie, t'as pas forcément le temps de réfléchir à tout ça.
t'es dans le traitement, donc l'opération, le traitement, tu penses pas à tout ça. T'as envie tu dors, tu te reposes, tout ça, donc tu penses pas à tout ça. Mais c'est seulement après, quand tu commences à aller mieux, quand t'es en convalescence, on va dire, là tu réfléchis. Et c'est là que tu dis, merde, je suis seul. Donc le moral, c'est vraiment le plus dur à gérer. Parce qu'il y a eu la chimio, donc le traitement. Mais là, actuellement, maintenant, c'est la solitude. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que là, tu vois plus tout le monde. Enfin, tu vois plus personne, quoi, en fait. Ah non. Donc, t'as des excuses diverses. Genre, j'ai pas osé. Ouais, j'ai pas osé, quoi. Je sais pas. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, ah, tu sais, on s'est inquiété. Ouais. Mais j'ai jamais eu un message. Donc ça, après, les gens aussi, pareil, vont dire, ouais, mais tu sais, je travaille beaucoup. Ouais, mais toi, dans ton cas, t'es parti, enfin, t'avais ton travail avec tes horaires pas mal. T'es parti aussi à l'étranger. Et pourtant, t'as quand même pris régulièrement des nouvelles. Donc les gens qui disent j'ai beaucoup de travail, c'est un peu du pipeau. Donc que ça soit dans la famille, dans les amis, parce que dans les amis aussi, ou les collègues, ça, c'est vrai que ça fait vraiment mal en fait. Ouais. Et les gens ne se rendent pas compte. Et ça, je ne le souhaite à personne. Mais malheureusement, il n'y a que quand on passe par une épreuve difficile, pas forcément un cancer, Tu vois tes vrais amis. Ouais, tu vois tes amis et par quoi les gens passent. Donc ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Les gens, en fait, se rapprochent de... Enfin, après, c'est mon point de vue, mais les gens se rapprochent de ce qu'ils sont, eux, et de ce qu'ils connaissent, tu vois. Ouais, et puis... les gens, ils préfèrent taper des pauses sur les réseaux sociaux. Donc c'est la société d'aujourd'hui. Tu connais mon point de vue là-dessus. Voilà, mais c'est vrai que... par contre, quand les gens vont te voir, ils vont te demander des nouvelles. Et là, j'appelle ça, t'es une bête de foire, quoi. Parce que les gens, ils vont venir te voir, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, comment tu vas? Quoi, comment je vais? T'as mon numéro, t'as Facebook et tout, et t'es même pas capable de, au moins une fois, demander comment je vais. Et ça vraiment, je l'ai gros sur la patate, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Donc t'as vraiment... Tu dois gérer la maladie, mais en plus, tu dois gérer les gens. Moi, ce qui m'a... Parce que moi, je l'ai eu aussi, le cancer. Je crois que j'avais... T'avais 12 ans. 11-12 ans. 12 ans, ouais. Pour le bras, enfin bon, bref. Et j'avoue que je me souviens de la douleur, de tous ces trucs-là, je me souviens. Mais l'impact psychologique de tout ça, quand t'es gosse, t'es insouciant, enfant, tu vois, voilà, tu fais pas gaffe, quoi. Et donc forcément, même s'il y avait un risque d'amputation ou je sais pas quoi, enfin, d'amputation ou de mort, enfin, non, on ne savait pas. Parce que c'était ça le truc. C'est bien, c'est d'ailleurs moi, à mon niveau, bien des années plus tard que j'ai compris ça. C'est vers 30, 33, un truc comme ça, quoi. Il y a très peu de temps, en fait, que j'ai compris, en fait, ce que ça voulait dire, ce que j'avais. Même quand je voyais des médecins plus tard, enfin, bien plus tard, et même encore récemment, où on me dit, vous avez pas d'antécédents ou quoi, et je leur dis, ouais, j'ai eu ça. Enfin, le nom exact, chondrosarcome. Les mecs, ils me regardent, ils disent, putain, mais vous avez encore votre bras, quoi. Et tu vois, c'est avec le temps que je capte ça. Ouais. Mais parce que là où je veux en venir, c'est quand j'ai eu ça, moi j'avais 11-12 ans. Et je me souviens de moment, tout ça qui pareil, qui éclate en sanglots et tout. Mais papa qui était super nerveux. Mais je captais pas vraiment. J'avais mal, ok. Bon, c'était là, c'était chiant, il fallait pas bouger, patati patata. Mais j'en avais rien à foutre en fait. Si on m'avait annoncé ça maintenant, je sais pas, honnêtement, je sais pas comment j'aurais pris. Et moi, ce qui m'a impressionné en fait chez toi, même si t'es mon petit frère, c'est ce que je dis, enfin, c'est ce que je t'ai dit, c'est que
toujours moi qui ai fait les pires conneries, enfin, les trucs, les machins avant toi et tout. Et voilà. Et donc du coup j'avais ce sentiment de protection, quoi, tu vois. Et du coup quand toi t'as eu ça, moi j'ai fait une espèce de flashback, ouais, un truc en arrière, ouais, tu vois, un retour en arrière. Et j'ai pris une tarte dans la gueule parce que, non pas parce que tu l'avais, mais c'est la façon dont tu le gérais, en fait. Ah oui. Et du coup ça m'a mis une claque, quoi, tu vois, j'ai pris une leçon parce que je me suis dit putain, il a ça. Et le mec il a l'air de s'en foutre, quoi, en fait. Mais c'est pas que tu t'en fous, en fait, c'est que... Mais un peu quand même, enfin, je sais pas. Oui, dans ma manière, oui. Je m'en foutais un peu. Le c'est truc... ça qui est fou, en fait. Ben oui. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est ça le mental, en fait. Le mental fait beaucoup, je le répète, hein, mais c'est exactement ça. Moi, pour ma part, c'est sûr, au début, c'est comme tout le monde, hein, quand on commence à chercher, on commence à parler les mots qui fâchent et tout ça, ben on se pose quand même pas mal de questions. Mais après, le mental reprend le dessus. Et moi, je me suis dit, bah, écoute Sylvain, c'est pas grave, c'est juste une grippe. On va te soigner d'une grippe, on va te donner des médocs, et tu vas guérir comme ça, quoi. C'est textuellement ce que tu t'es dit. Ah, grave, ouais, c'est ça. Tu t'es dit, t'as une grippe. Ah, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et pour moi, je pense que ça a dû m'aider. Donc pour les gens qui ont une maladie, pas forcément un cancer, mais quelque chose, peu importe la maladie, il faudrait que les gens fassent, je leur suggère, fassent toutes des activités qui les passionnent. Il y en a c'est la pâtisserie, il y en a c'est la musique. S'ils peuvent se vider l'esprit et penser à autre chose, prendre des pensées positives. Pas focaliser sur le truc. C'est ça, oui. Il faut qu'ils oublient, puis qu'ils se donnent de la joie, de la bonne humeur et tout ça. Ça indirectement, ça va les faire oublier le côté négatif. Et peut-être, et ce que j'espère pour eux, qu'ils vont prendre la chose différemment. Parce qu'après, quand ils vont se dire, bah oui, c'est vrai, tout est tellement cool, je pense que inconsciemment, il y a des choses qui vont s'imbriquer et puis qui vont faire que ils vont prendre les choses différemment. Et c'est vrai que quand il t'arrive quelque chose comme ça, un coup dur, ben tu prends du recul sur pas mal de choses. Moi c'est vrai, avant j'étais toujours sur mon téléphone, tout ça, les réseaux sociaux. Maintenant je m'en détache un peu. Mon téléphone, je m'en détache un peu plus. On apprend à relativiser sur certaines choses. Et avant, je m'ennuyais pour pas grand chose. Et là, le fait de côtoyer toujours les hôpitaux, les urgences et tout ça, ben, j'ai appris à plus m'ennuyer. Donc je regardais les infirmiers, les docteurs, je regardais les patients, et en fait c'est comme si je regardais la télé. Donc j'étais assis, j'étais comme ça, j'écoutais, je regardais, et j'ai appris, c'est bête, hein, mais j'ai appris comme ça à plus m'ennuyer en fait. Donc c'est vrai que ça m'a quand même enlevé un poids, d'avoir cette épreuve dans ma vie. J'ai comme un ouf de soulagement. J'ai appris mentalement à souffler sur certaines choses. Donc c'est vrai que c'était peut-être comme ça, tu vois. C'était ton combat. Voilà, c'est ce qui devait se passer. Ça pour que t'a je changé, puisse. du coup. Hein? Ça t'a changé. Ouais. Et tu préfères le toi de maintenant ou le toi d'avant, du coup? Il y a toujours une partie de moi d'avant maintenant. Ouais, mais dans ta façon de... Mais après, c'est un travail très difficile à faire. Donc, vu que je suis quelqu'un d'assez anxieux et tout ça, là, ça va être à moi à travailler là-dessus, quoi. Mais forcément, on te donne du positif. Tu préfères avoir le positif, quoi. Donc, le moi d'avant, j'espère ne plus le retrouver, quoi. Donc là, alors on se parle, il n'y a plus rien.
Ouais, j'ai appris la rémission. Ouais, Donc, je suis sous surveillance pendant 5 ans. ouais, logique. Donc, comme toute personne ayant eu ce genre de maladie. Donc, oui, voilà. Donc, t'es quand même content. Même si moi, là aussi, quand on m'a dit ah bah c'est bon, il n'y a plus de traces de cancer. Donc j'étais tout seul avec le docteur. Puis j'ai dit ouais d'accord, c'est cool. Mais pour moi, comme je disais, ouais bah c'est pas grave vu que j'ai eu la grippe. C'était normal. Tu vois. Ouais, donc c'est vrai que pour l'entourage, c'était vraiment. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu vous. Bah, moins bien que toi, je pense, du coup. Ouais. Hein? Moins bien que toi. Enfin... Non, mais le fait d'avoir eu la bonne nouvelle. Ah nouvelle. ouais, la bonne nouvelle. Ouais, bah, grave. Là, oui. Là, vous avez mieux réagi que moi, en fait. C'est sûr. Parce que moi, c'était juste, ouais, ok, c'est cool. C'est réjoui pour toi. Qu'est-ce que tu dirais parce que forcément, cette vidéo, elle est particulière. Parce que c'est pas une vidéo ASMR, c'est pas... Je sais même pas, en fait. Je me suis, moi, posé la question de savoir si on allait la faire, cette vidéo. Je me suis dit, est-ce que c'est habile de faire ça? Est-ce que les gens vont bien comprendre le message parce que ça n'a rien de relaxant, ça n'a... Ah non, pas du tout. C'est plutôt, j'aime pas le terme, c'est genre un message d'espoir, mais j'aime pas ce terme. Mais moi, ce que j'ai pas envie, c'est que les gens pensent qu'on fait cette vidéo par pitié, pour se plaindre. Non, puis après, tu sais, moi je m'en fous, les gens pensent ce qu'ils voudront. Au contraire, c'est vraiment tout l'inverse. Le truc que je me dis, c'est que moi je suis passé par ça, il y a longtemps. Mais quand même, je m'en souviens. Toi, tu y es passé aussi. Oui. Et le cancer, c'est un truc qui ça existe, quoi, c'est présent. Et je me dis que si ça peut aider au moins une personne, alors là, on aura réussi. C'est cool, quoi. Ouais. Je veux dire que moi, quand j'ai eu des trucs et des problèmes et des machins, je veux dire, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui a eu ça ou qui sait comment s'en sortir ou qui trouve des leviers. On se rattache justement à toutes ces petites choses. Ça. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans la détresse en fait, que forcément tu cherches des trucs qui sont différents, enfin tu vois, parce qu'on est tous pareils quelque part. Et il y a un moment dans ta vie où ça pète, quoi, c'est obligé. Il n'y a pas une vie en fait, il n'y a personne, je pense, qui mène une vie zen, calme, truc, c'est pas possible. Il y a un moment donné où ça claque, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas ASMR, c'est pas machin, mais en fait on s'en fout, parce que je considère que je suis pas à ASMR ou je sais pas quoi, enfin je m'en fous. Mais je trouvais que ton approche du truc et ce que tu as vécu, en fait, c'était important pour des gens qui, aujourd'hui, maintenant, au moment où ils nous regardent, sont dans la même situation que toi, tu l'as été avant, tu vois. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que c'est de lâcher prise, en fait, parce que c'est le cerveau qui a géré tout ce truc. C'est ça, ouais. T'as subi des trucs physiques, ok, mais aussi psychologiques, tu vois. Donc, le cerveau, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi? Comment tu le gères, comment tu interprètes le stress, comment tu fais si, parce qu'il y a du stress, enfin, tu vois. Donc, le fait que tu nous expliques tout ça, pour quelqu'un qui y est en plein dedans, et qui te voit, toi, à 130 kilos, tu vois, à 2 mètres, enfin, tu vois, bon, grandir, ils pourront plus grandir les gens, mais enfin, tu vois ce que ils se disent, waouh. Et si ça peut redonner le moral à certains, ça, justement. Et pas avoir cette vision toujours du négative. Qui fait 20 kilos, tu vois, Tu t'es vu mourir, toi, quand on t'a déclaré ça, quand on t'a dit ça? Non, tu t'es pas vu pas mourir. Du tout, non. T'avais toujours ce mental qui était... Ah oui, je me suis dit, ah merde, fais chier, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi? Donc tu te poses des questions, mais je me suis jamais vu côté défaitiste, quoi. Voilà, ça. Voilà. Donc c'est là, en fait, où... Et c'est ça, ce que j'ai expliqué dans la vidéo. Donc pour le malade, il faut toujours essayer tant bien que mal. Donc, après, les gens, ils arrivent à exprimer leur stress et tout ça comme ils peuvent. Mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire pour certains, c'est sûr. Mais il faut quand même essayer de positiver. Faire des activités, s'ils peuvent,
faire des activités qu'ils aiment. Alors si c'est de la musique, écouter de la musique. Parce que moi je sais que ça m'est déjà arrivé, comme beaucoup. Tu mets ton baladeur, tu fermes les yeux et t'écoutes la musique que t'aimes et tu vis la musique. Donc c'est pour ça, s'il y en a, c'est de la peinture, de la pâtisserie, tout ça, il faut qu'ils fassent, qu'ils se vident la tête et qu'ils prennent conscience que la vie vaut la peine d'être vécue. Et il faut qu'ils positivent par n'importe quel moyen, quoi. Donc il faut qu'ils fassent vraiment ce qu'ils aiment. Et le deuxième message, c'est vraiment pour l'entourage plus ou moins proche. C'est que les gens ne s'imaginent pas à quel point on peut se rattacher à un message, un coup de téléphone, une visite. Donc peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par mois. Franchement, c'est faisable. Ah, bien sûr. Mais au moins une fois par mois, un petit texto, ça prend 2 minutes. Et si la personne, elle dit écoute, je suis pas trop bien, je te réponds plus tard ou quoi, ok, mais au moins t'as fait, la personne a pris le temps de prendre des nouvelles. Et ça, les gens ne s'imaginent pas à quel point ça fait vraiment plaisir. Vraiment pas de se sentir seul, quoi. Parce que les gens te tournent littéralement le dos. Donc c'est pour ça, prenez des nouvelles, même si c'est pas forcément régulier, mais faites-le, quoi.